Venons-en au plat de résistance. Si le nom de Robert Badinter évoque encore quelque chose aux lycéens d'aujourd'hui, c'est sans conteste en raison de la loi abolissant la peine de mort qu'il fit voter le 17 septembre 1981. Une notoriété qui n'est pas sans rappeler celle de Simone Veil, étroitement associée à la loi sur l'IVG. Du reste, tous deux reposent au Panthéon. Mais qu'on ne s'y trompe pas. La comparaison s'arrête là. Si aucun collège ni lycée ne porte le nom de Robert Badinter, c'est entre autres raisons que son rapport au peuple, distant pour ne pas dire méprisant, n'a jamais suscité la même identification bienveillante que Simone Veil. Rappelons aussi qu'entre la loi sur l'avortement, arrachée de haute lutte, et l'abolition de la peine de mort, que n'importe quel ministre, doté d'un minimum de conviction, aurait fait adopter sans coup férir, il n'y a pas de commune mesure. La première fut une marche forcée à travers un terrain miné. La seconde, une promenade de santé. Vous avez raison de dire qu'il a joué un rôle dans l'abolition de la peine de mort, mais n'importe qui, garde des Sceaux, aurait fait abolir la peine de mort. Il n'y est pour rien. Celui qui fait abolir la peine de mort, c'est François Mitterrand. J'ai souvent dit qu'une chaise, garde des Sceaux, aurait fait abolir la peine de mort puisque les parlementaires l'auraient voté. Lorsque le 17 septembre 1981, Robert Badinter monte à la tribune de l'Assemblée nationale pour plaider l'abolition de la peine de mort, il va s'appuyer sur 6 arguments. 5, qui a priori, semblent en appeler à la raison, un seul, le dernier, qui tient plutôt de la leçon de morale. Robert Badinter va donc commencer par invoquer le respect d'une promesse de campagne du candidat Mitterrand. Un prétexte bien dérisoire vu l'enjeu, car après tout, ne dit-on pas que les promesses n'engagent que ceux qui y croient? Sans doute un grand poète natif de Besançon y aurait-il reconnu, non pas la patte d'un empereur, mais plus modestement, celle du politicien roué, perçant sous l'avocat. Rappelons aussi qu'en 1981, une large majorité des Français demeurait favorable à la peine capitale. Robert Badinter affirme ensuite que la peine de mort n'a aucune valeur dissuasive. Pour un étudiant en première année de droit, l'argument peut sembler convaincant. Pour un criminologue averti, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une fake news. Badinter s'appuie sur une comparaison statistique entre les pays qui la pratiquent et ceux qui l'ont abolie. Or, d'une part, les pays retenus dans l'analyse sont sélectionnés avec un biais manifeste. Et d'autre part, c'est supposer que la peine de mort est le seul paramètre qui entre en jeu dans la décision de tuer, ce qui, comme chacun sait, est faux. Le caractère dissuasif de la peine de mort est en réalité invérifiable, du moins scientifiquement. Pour le confirmer ou l'infirmer, il faudrait sonder l'âme du criminel au moment précis où il s'apprête à passer à l'acte, ce qui, cela va sans dire, est impossible. Demeure en revanche une constante jamais démentie de la nature humaine, la peur de mourir. Les quelques 800 exécutions qui, en 1917, suffirent à étouffer net les mutineries dans l'armée, en fournissent une preuve spectaculaire. À défaut de démonstration scientifique, empiriquement tout porte donc à croire que la peine capitale exerce bien un effet dissuasif, fût-il difficile à mesurer. Pourquoi alors l'argument de la non-dissuasion revient si souvent dans la bouche des abolitionnistes? C'est parce qu'il relève d'un procédé rhétorique aussi éculé qu'efficace. Laisser entendre qu'une affirmation, qu'aucune des deux parties ne peut ni démontrer ni réfuter, constitue pour l'adversaire le cœur même de sa démonstration. Or, contrairement à ce que Robert Badinter laisse entendre, le caractère dissuasif de la peine de mort ne figure nullement parmi les arguments centraux de ses défenseurs. Le troisième thème est plus déroutant. Robert Badinter affirme que la peine de mort serait un acte de vengeance. Déroutant parce que là, en revanche, même un étudiant en première année de droit ne peut s'y laisser prendre. La peine de mort, c'est l'exact contraire de la vengeance puisqu'elle est prononcée par une cour de justice au nom du peuple, dans le but même d'éviter le lynchage.
Croyant étayer son argumentation, Badinter invoque alors la loi du talion, une référence depuis longtemps reléguée au musée des représentations archaïques de la justice. Quand bien même, la vengeance n'est pas une question de symétrie du dommage, mais de justice privée. Il y a vengeance lorsque la victime, ou ses proches, se fait justice elle-même. Rien de tel dans une peine prononcée par une cour légalement constituée. Alors pourquoi affirmer une telle contre-vérité ? Parce qu'ici, Badinter ne s'adresse plus aux hommes de loi qu'il a en face de lui. Il vise le grand public, et particulièrement les jeunes, plus sensibles à l'émotion qu'à la froide rationalité du droit. La peine de mort est inacceptable parce que ce n'est pas un acte de justice, mais un acte de vengeance. Ne voyez-vous pas le paradoxe qu'il y a à punir un crime par un autre ? Voyez comme cette lycéenne, sans doute parmi les plus brillantes de son académie, semble porter sur ses épaules toute la détresse morale d'une société invitée à tenir le rôle du bourreau. Car ne nous y trompons pas, puisque toute condamnation est prononcée au nom du peuple, en présentant la peine capitale comme un réflexe de vengeance, le message des abolitionnistes revient à accuser les citoyens de vouloir se venger, plutôt que de vouloir justice. Cette manœuvre rhétorique, aussi habile que malhonnête, permet d'évacuer la raison au profit d'une morale culpabilisante et d'écarter d'emblée toute discussion sérieuse sur la sécurité ou l'efficacité. Le quatrième argument soulevé par Robert Badinter est autrement plus sérieux que les trois premiers. La peine de mort, affirme-t-il, ni la possibilité du rachat. Sans doute Monsieur de la Palisse n'aurait pas dit mieux, mais sa présentation n'est-elle pas un peu tronquée, car c'est un fait tout aussi indiscutable que le revers de la médaille de l'opportunité de se racheter et le risque de récidive. Comment alors faire la part entre le droit à une seconde chance et le risque de récidive? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît de prime abord. Contrairement à la présentation habituelle, pour ou contre la peine de mort, le choix qui se présente au législateur n'est pas binaire. Une peine de mort automatique, lorsque certains critères objectifs sont remplis, et une peine de mort laissée à l'appréciation d'un jury, sont deux choses totalement différentes. La peine de mort automatique et l'abolition de la peine de mort ont en commun de ne laisser aucune place à la réflexion au cas par cas. Ce sont deux positions dogmatiques. L'approche pragmatique en revanche, la plus rationnelle puisqu'elle individualise la peine, c'est la possibilité laissée à un tribunal de prononcer, ou non, la peine capitale. Le cinquième argument renvoie à la faillibilité de la justice. Ici encore, le coup semble imparable. Et pourtant, il n'en est rien. Derrière le cliché de l'erreur judiciaire se cache une réalité bien différente. L'immense majorité des condamnations repose sur la certitude absolue de la culpabilité de l'accusé. Ajoutons à cela la banalisation des tests ADN, encore inconnus en 1980, et le risque d'erreur judiciaire, en matière de meurtre, est aujourd'hui quasiment nul. Certes, le risque zéro n'existe pas plus dans la justice que dans la nature, mais cela ne suffit pas à invalider la position des partisans de la peine capitale, puisque celle-ci n'était jamais automatique. Pourtant, le coup fatal porté à l'argument de la faillibilité de la justice, c'est Robert Badinter lui-même qui le donne. Si le véritable objectif avait été d'éviter l'erreur judiciaire irréparable, Robert Badinter aurait dû logiquement plaider pour une perpétuité réelle et incompressible, qui présente l'avantage de rendre l'erreur réparable, tout en supprimant le risque de récidive pour les criminels les plus dangereux. Le refus d'envisager cette option montre que l'objectif réel poursuivi par le ministre n'était pas l'intérêt général, mais bien la réinsertion du condamné, et rien d'autre. À la fin, la question de l'erreur judiciaire se résume à comparer deux risques. D'un côté, celui d'une erreur sur la culpabilité, après un long processus institutionnel, mobilisant police, témoins et experts. De l'autre,
celui d'une erreur sur l'évaluation des chances de récidive après une décision au doigt mouillé. Dans la foule, la colère est d'autant plus grande qu'on sait maintenant que les frères Jourdain avaient déjà été condamnés pour des faits similaires. Faire des assassinats comme ça, 4 à la file, c'est inadmissible de voir des trucs pareils. Désolé, mais non. Et les faire sortir avant, alors tout ce qu'ils avaient fait avant, c'est affreux, affreux. On dit que l'un des frères Jourdain a été condamné à 15 ans et qu'il est sorti au bout de 9 ans. Bon, mais pourquoi? On lui a fait une fleur? Non, c'est la loi, c'est comme ça, c'est le jeu classique des remises de paix. Ça passe pas, ça. Et puis, les gens ne comprennent pas qu'on ne soit pas occupé de ce type, qu'on l'a juste enfermé quelques années, et puis on l'a remis comme ça, aussi dangereux, au milieu de nous, au milieu de nos enfants, mais les gens ne comprennent pas ça. Tout de même, Jean-Louis Jourdain, être frustre, plutôt prédateur dans sa manière d'agir. Oui, mais est-ce que, après 10 ans de réclusion criminelle, est-ce qu'il n'aurait pas évolué? Vous voyez, le pari qu'on fait sur l'avenir aussi, c'est cette amélioration, cet amendement. C'est-à-dire que vous pensiez que l'homme allait changer? Je me refuse à désespérer d'un être humain. Au terme de ce contre-interrogatoire, vous vous dites sans doute que quelque chose ne va pas. Comment dans un débat, argument contre argument, une thèse réputée imparable au point de valoir à son auteur le Panthéon, peut-elle présenter autant de vulnérabilité? L'explication est simple. À partir du moment où la perpétuité réelle comme peine de substitution est écartée, il ne subsiste plus un seul motif rationnel décisif en faveur de l'abolition de la peine de mort. En effet, le régime qui prévalait jusqu'en 1981 permettait, au terme d'une instruction et d'un procès où les droits de la défense étaient scrupuleusement respectés, de neutraliser définitivement, à moindre coût et sans souffrance inutile, un criminel dangereux. D'un strict point de vue rationnel, difficile de faire plus efficace. Par comparaison, le régime mis en place à partir de 1980 conduisait nécessairement à la libération d'un condamné, sans pour autant lever le risque de récidive. À moins d'assumer ouvertement que donner une seconde chance à un condamné vaut le risque de récidive, l'abolition voulue par Robert Badinter représente pour la collectivité un être recul. Si la thèse abolitionniste s'impose depuis un demi-siècle, alors même qu'elle résiste mal à l'examen de la raison, c'est qu'elle repose avant tout sur des considérations morales. Or une morale ne surgit pas de nulle part, elle prolonge toujours des principes hérités. En France, 2 grandes matrices continuent de structurer nos catégories du juste et de l'injuste, le christianisme, qui fonde la valeur sacrée de toute vie humaine, et la Déclaration des droits de l'homme, qui érige la dignité et l'égalité en normes premières. Invoquer ces principes aujourd'hui revient donc, consciemment ou non, à s'inscrire dans cette double filiation. La position de l'Église sur la peine capitale s'enracine dans la réflexion des premiers pères et dans la tradition scolastique. Thomas d'Aquin, qui opère un syncrétisme maîtrisé entre la philosophie d'Aristote et la théologie chrétienne, enseigne que la loi humaine vise avant tout le bien commun. Par conséquent, lorsqu'un individu met gravement en péril la société, l'autorité légitime peut recourir à la peine capitale, non par vengeance, mais pour protéger le corps social. Quant à la morale issue du contrat social et de la déclaration de 1789, elle ne tranche pas explicitement la question de la peine capitale. Mais, à la différence des traditions religieuses dont l'évolution demeure encadrée par une structure doctrinale rigide, la morale républicaine admet la possibilité de compléter, de préciser ou de faire évoluer la loi dans un sens ou dans un autre, puisque ni Rousseau ni les constituants ne la proscrivent, et rien, dans le texte de 1789, n'en interdit le principe. Toutefois, à partir du moment où une réforme morale ne s'adosse à aucune disposition antérieure explicite, sa cohérence interne devient un impératif absolu. Or, si l'abolition de la peine de mort constitue réellement, comme on le répète volontiers, un marqueur de civilisation, on voit mal où se loge la cohérence lorsqu'en même temps, on se dispense de consulter la souveraineté du peuple. En d'autres termes, on ne peut pas, d'un côté,
présenter l'abolition comme un progrès moral décisif pour la communauté tout entière, et de l'autre, exclure cette communauté du processus de décision. Sur une question tenue pour aussi essentielle à la civilisation, seul un référendum disposait de la légitimité requise pour trancher, puisqu'il est le seul mode d'expression directe de la volonté générale, notion que les théoriciens du contrat social élevaient au sommet de l'ordre politique. Mais de référendum, il n'y eut point. Pire encore, en inscrivant l'abolition dans le bloc de constitutionnalité, le législateur s'est assuré que la question ne puisse jamais être reposée. Une mesure proclamée comme le symbole même de la maturité morale d'une nation fut donc adoptée et même sanctuarisée, sans que cette même nation ne puisse se prononcer. C'est là un procédé classique. Quand on n'est pas sûr de convaincre, on passe en force au Parlement, puis l'on s'emploie ensuite à justifier cette décision à coups de slogans anxiogènes et d'images chocs destinées à façonner l'opinion. Répétons-le, l'abolition de la peine capitale n'a jamais été gagnée sur le terrain de la raison. Elle a été sur celui de l'affect. On a fait passer des stimuli émotionnels pour de la morale humaniste à coups d'électrochocs visuels, comme si l'on devait à tout prix purger du corps social la survivance d'une barbarie ancestrale. Les cinéphiles y reconnaîtront tous les ingrédients d'une scène culte d'une célèbre dystopie des années 70. Mais pour donner toute sa force à cette morale, l'émotion suscitée par la peine capitale ne suffisait sans doute pas. Il fallait encore, par un amalgame habile, rapporter l'alternative pour ou contre la peine de mort à un référent moral déjà constitué. C'est ainsi que toute réserve à l'égard de l'abolition fut assimilée à une compromission avec l'extrême droite. Bref, de la même manière que l'on a confondu émotion et morale, on a aussi pris le silence de l'opposition et le conformisme des indécis pour le soutien sans faille d'une écrasante majorité. Mais alors, pourquoi tant de hâte ? Pourquoi fallait-il abattre ce symbole avant même d'ouvrir la discussion sur la philosophie pénale d'ensemble ? Dans l'imaginaire de la gauche française, le fantôme de Jean Valjean n'est jamais bien loin. Badinter lui-même semble s'être laissé hanter par cette figure tutélaire, le condamné innocent, broyé par une machine pénale inhumaine, incarnation romanesque de toutes les injustices possibles. On y devine l'ombre portée de son propre passé, l'arrestation de son père, la déportation et cette impuissance absolue devant la mécanique judiciaire. On ne saisit vraiment la virulence de Badinter contre la peine de mort qu'en comprenant qu'elle n'était pas pour lui une fin, mais un commencement. Elle constituait le verrou inaugural, qui empêchait l'édification d'un projet beaucoup plus vaste, une justice fondée sur l'idée que la réhabilitation du condamné doit primer, quitte à reléguer au second plan l'exigence de protection immédiate des citoyens. En 1981, on a donc retiré le verrou pour ouvrir la voie à un droit fondé sur d'autres principes, la primauté de la réinsertion, la recherche de peines alternatives, l'idée que la prison doit être l'ultime recours et non la réponse réflexe de l'État. En supprimant la mort, on a pu enfin repenser la peine.